Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une grande joie de vous retrouver. Kigali accueille la 12e conférence internationale sur le développement de la recherche scientifique sur le continent africain, notamment avec la production d'outils de recherche. 300 chercheurs scientifiques se sont donné rendez-vous pour faire un état de lieu du niveau de recherche sur le continent. Parmi les chercheurs expérimentés dans le domaine scientifique au Rwanda, le professeur Romain Murenzi, ancien ministre de l'Éducation, a estimé que les activités de recherche sur les matériaux de base sont importantes dans la mise en œuvre de certains programmes du gouvernement. France Arnold, chercheuse américaine, lauréate du prix Nobel 2018, a souligné pour sa part que le continent africain possède des ressources naturelles uniques qui devraient être exploitées dans la recherche en sciences sociales et humaines. Actuellement, il y a 276 323 étudiants dans le domaine de la science au Rwanda, dont 60% de filles. Certaines parmi ces étudiants participent à cette conférence des chercheurs scientifiques organisée pour la toute première fois au Rwanda. L'économie du Rwanda a connu une croissance de 8,1% au troisième trimestre 2024, selon un nouveau rapport de l'Institut national de statistique. Le rapport publié ce mardi indique que le produit intérieur brut du pays s'élèverait à 4 806 milliards de francs rwandais au troisième trimestre de cette année 2024. La production de cette année a augmenté par rapport à celle obtenue au cours de la même période de l'année dernière, car à cette époque, elle était estimée à la valeur de 4 246 milliards de francs rwandais. Le ministère des Finances et l'Institut national de la statistique affirment que la production agricole a augmenté de 4%, celle de l'industrie de 8% et le nombre de services de 10%. Tous ces secteurs ont contribué à l'augmentation du produit intérieur brut, l'agriculture ayant contribué à hauteur de 24%, l'industrie à hauteur de 20% et les services à hauteur de 49%. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Dernier jour du procès Philippe Hategekimana Manier en appel à la Cour d'assises de Paris. L'accusation a requis la réclusion criminelle à perpétuité comme prononcée au procès de première instance. Maître Gilles Paruel, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire, revient ici en résumé sur ce qui a marqué ce procès Manier dont le verdict doit tomber ce soir. Maintenant, à la fin du procès de M. Philippe Hategekimana devant la Cour d'assises de Paris, nous avons eu ces derniers jours, et plus particulièrement au début de la semaine dernière, les derniers témoins qui ont été entendus. Puis, jeudi, nous avons, nous autres, les avocats de la partie civile, plaidé, dans l'intérêt bien évidemment de nos clients. Et puis, vendredi, il y a eu les réquisitions du parquet général, il faut bien le reconnaître, ont été implacables à l'encontre de l'accusé. Ce sont les avocats de la défense qui sont intervenus. Ils ont tenté d'expliquer que l'accusé était parti de Nyanza à partir du 19 avril 1994, alors que manifestement tous les témoins, toutes les pièces du dossier démontrent qu'il est resté au moins jusqu'à la fin du mois de mai. On ne sait pas si c'est fin mai ou début juin. En tout état de cause, il est parti bien après les faits qui lui sont reprochés. Ils ont tenté, bien évidemment, comme leurs clients, d'indiquer qu'en ce qui concerne la colline de Niaboubaré et la colline de Niamouré, il était déjà parti à Kigali, ce qui, à mon avis, ne sera pas retenu par la Cour. L'affaire est maintenant en délibéré, ce qui mettra très certainement une journée entière, si ce n'est une partie de la nuit prochaine. Et pour rappel, il faut bien remarquer que cette session aura duré plus de 6 semaines. Nous aurons entendu
plus de 80 témoins qui, pour certains, se sont constitués partie civile. C'est une audience, une session qui aura été particulièrement éprouvante pour tout le monde, que ce soit pour les témoins, que ce soit surtout pour les victimes qui se sont déplacées de Kigali et qui, pour la plupart d'entre elles, venaient en France pour la première fois, et bien évidemment pour tous les avocats qui ont participé à cette session. Et Jean Damascène Manishimwe va nous faire plus de détails sur ce procès. L'audience de ce lundi a été consacrée aux plaidoiries de la défense de Philippe Ateikimana Manié, ses avocats intervenant après le réquisitoire des avocats Madame Aude Duré et Monsieur Adolphe Jury-Birman. Monsieur Jury-Birman a débuté son intervention par se demander pourquoi ne pas avoir des magistrats professionnels à la cour d'assises de Paris pour ces crimes de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, comme c'est le cas pour les crimes liés au terrorisme qui sont jugés en France. Pour l'avocat général, une telle pratique pourrait accélérer les procédures. Nous ne jugeons pas le génocide commis contre les Tutsis, mais un homme pour ses actes, a précisé l'avocat général. Et à lui d'ajouter, le temps est le principal obstacle dans ces affaires de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Mais nous avons affaire à des crimes imprescriptibles. Il faut que la justice passe, ce temps qui ne facilite pas l'accusation dans la mesure où nous n'avons que des témoignages sur lesquels nous appuyer. Pour sa part, Madame l'avocate générale Aude Duré a rappelé que Philippe Ateikimana est poursuivi pour crime de génocide, crime contre l'humanité et entente, et d'expliquer la différence entre crime de génocide et crime contre l'humanité, ces derniers visant des civils et non des combattants. Le plan concerté n'est pas la planification. Dans le génocide commis contre les Tutsis, il n'y a pas de feuille de route. Pas de question de parler de génocide spontané ou improvisé comme veut le faire entendre l'accusé, a précisé l'avocate générale. De souligner alors le rôle de l'État, l'établissement de listes de Tutsis à éliminer, des contrôles systématiques aux barrières, interdiction de traverser la frontière vers le Burundi voisin, la séparation entre Hutus et Tutsis avant les attaques et la traque finale, et pas d'attaque improvisée, a-t-il précisé. Philippe Manié est coupable de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Auteur ou complice, c'est la même peine qui s'applique, a indiqué l'avocat général. Reprenant la parole, l'avocat général est revenu sur les barrières, rappelant combien elles ont beaucoup servi à tuer les Tutsis qui tentaient de fuir. Philippe Manié alias Biguma a supervisé les barrières. Il avait une autorité effective sur les gendarmes. Il quittait souvent la gendarmerie pendant le génocide. Il a incité les tenants des barrières à tuer. L'ensevelissement rapide des corps avait pour objectif de les cacher. Biguma devrait être déclaré coupable pour ces faits, a-t-il précisé. Le réquisitoire du ministère public est revenu aussi sur la mort du bourgmestre d'Onyazo, Narcisse Nyagasaza. De son arrestation bord la Kanyaru, sur la commune d'Onyazo, jusqu'à l'exécution de Nyagasaza, M. Philippe Ateikimana est présent à toutes les étapes. Seront abordés aussi les massacres sur les collines de Nyamure, la commune de Rusatira et la grande attaque du 27 avril, avant d'ajouter que Biguma est impliqué dans l'attaque de l'Izar Songa. Il doit être considéré comme responsable. Biguma est donc bien auteur du crime de génocide et de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas de refuge en France pour les génocidaires, assène l'avocate générale, pas d'impunité. Nous requérons sur crime, a conclu l'avocat général. Il est prévu mardi la parole à l'accusé avant que les jurés ne se retirent pour délibérer et le verdict devrait être rendu le même jour. Merci Jean Damascène Manishimwe. Actuellement, les prix des médicaments et des équipements médicaux ont diminué entre 60 et 200% parce que le Rwanda les achète désormais directement dans des industries qui les fabriquent. Le ministère de la Santé indique que l'année prochaine, les opérateurs privés pourront également s'en procurer directement auprès des industries qui les fabriquent.
C'est plutôt début 2021 que le Rwanda a intensifié ses efforts pour nouer des partenariats directs avec les industries produisant des médicaments et des équipements médicaux, évitant ainsi les intermédiaires dont les coûts étaient trop élevés pour le pays. Parmi les produits importés de l'étranger, on trouve des médicaments de type varié, dont les prix oscillent entre 3 000 et 4 000 $. Les hôpitaux de Masaka, de Kibagabaga en bénéficient notamment. Jusqu'à présent, les statistiques de Rwanda Medical Supply Limited, l'agence nationale d'importation et de distribution de médicaments, montrent que le coût des médicaments et des équipements, y compris des machines, a diminué entre 60 et 200%. Par exemple, l'appareil d'endoscopie qui coûtait 450 000 $ en 2023 est désormais disponible à 220 000 $. La machine Freezer, dont le prix était de 170 000 $ l'an dernier, est maintenant à 12 000 $ cette année. C'est la grande édition que vous suivez sur Rwanda TV. Merci de nous prêter votre attention. Dans une étape importante vers la promotion des objectifs de développement durable au Rwanda, le gouvernement et les Nations Unies ont tenu lundi leur réunion annuelle du comité directeur conjoint. La session a fourni une plateforme stratégique pour discuter du nouveau cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies. Patrick Nilidandi nous fait le point. La réunion annuelle du comité directeur conjoint gouvernement rwandais et Nations Unies a réuni des responsables gouvernementaux de haut niveau et des représentants de diverses agences des Nations Unies basées au Rwanda. L'ordre du jour était axé sur l'examen et l'approbation du cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies qui devait être mis en œuvre entre 2025 et 2029. Ozania Ogiello, coordinatrice résidente des Nations Unies au Rwanda, a souligné que l'ONU soutiendra le Rwanda dans la mise en place de ce plan stratégique pour des projets innovants. Tout d'abord, nous développerons la chaîne de production alimentaire comme l'un des éléments qui apportent des changements à l'économie et qui ont un lien avec la création d'emplois, afin de pouvoir voir comment nous pouvons avoir des personnes possédant des compétences technologiques nécessaires dans tous les domaines. Ici, nous pouvons parler d'efficacité énergétique, des changements climatiques et bien plus encore. Par conséquent, en tant qu'ONU, nous voyons que ce plan visant à accélérer le développement de NCT2 au Rwanda est l'une des choses que nous devons soutenir. Et nous le combinons avec une gouvernance bonne et stable et le début de bons services dans le secteur de la gouvernance et ailleurs. Les discussions clés ont également mis en évidence le rôle des agences des Nations Unies, notamment l'UNICEF, le PNUD, l'UNFPA et le PAM, à travers leurs documents de programme des pays récemment approuvés. Ces derniers soutiendront ces initiatives dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la croissance économique et de la sécurité alimentaire. Ce qui nous réjouit ici, c'est que l'ensemble des organes de l'ONU a mis en commun son programme pour les 5 prochaines années en parfaite harmonie avec le programme du gouvernement rwandais NCT2. Et puis, compte tenu de la qualité de notre partenariat, nous estimons que nous allons continuer à collaborer dans l'harmonie et que nous allons essayer de mobiliser près d'1 milliard de dollars américains pour les 5 prochaines années afin de soutenir notre programme NCT2 et atteindre tous nos objectifs. Le cadre de coopération met l'accent sur l'inclusion, l'innovation et la responsabilité comme pierre angulaire du succès. Avec ce partenariat, le gouvernement rwandais et l'ONU réaffirment leur engagement à faire progresser le développement durable et à améliorer les conditions de vie dans tous les pays. De remise des FIA Awards 2024 tenu il y a quelques jours, de nombreux participants en ont profité pour découvrir les merveilles du Rwanda, notamment le parc national de la Kagera. Suivez ce reportage. Je suis arrivée au Rwanda il y a quelques jours. Linda Boudabous faisait partie des participants de FIA Awards 2024.
Elle a confié que c'était sa première occasion de participer à un voyage de ce genre. Inspirée par tout ce qu'elle avait entendu sur le Rwanda, elle a choisi de visiter le parc national d'Akagera. Je suis arrivée au Rwanda il y a quelques jours pour le travail. On a fait un événement avec la Formule 1. C'est là où on donnait tous les trophées des championnats du monde qu'on a réalisés ici au Rwanda. Et c'est une excellente expérience. On mange super bien, il fait super bon. Et là, on va découvrir le parc national qui commence bien parce qu'on a vu un magnifique éléphant à l'entrée. Donc vraiment géniale expérience. J'ai jamais fait de safari, donc c'était l'occasion pour moi de commencer quelque part. Et au Rwanda, j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc on s'est organisé avec mes collègues de travail pour découvrir les animaux sauvages. On est en Europe, donc on n'a pas ça. C'est une expérience incroyable et j'ai hâte de découvrir tous les animaux. De son côté, Gabriel Dulcé a exprimé son enthousiasme à l'idée de découvrir le Rwanda. On voulait rester un petit peu plus et on a on a regardé ce qu'on pouvait faire. On a vu que sur ce parc, c'était un peu le mieux pour pouvoir partager ça avec tous mes collègues. Et du coup, on est très content d'être ici pour pouvoir voir des animaux. On nous a dit qu'on allait pouvoir voir des éléphants, des girafes, des rhinocéros, des hippopotames, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Du coup, on les voit hors de leur milieu naturel. Du coup, on est très content d'être là pour ça. Le tourisme demeure une source clé de revenus pour le Rwanda, avec une croissance d'environ 25% par an, notamment lors d'événements internationaux comme ceux de FIA Award 2024. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Certaines personnes malvoyantes ou aveugles qui ont été victimes d'abus sexuels expriment leur tristesse et leur chagrin car elles ne peuvent pas identifier leurs agresseurs. Elles déplorent également le fait qu'elles sont incomprises par leur propre famille qui les empêche de s'exprimer. Un récit de Patrick Nilidandi. Kairanga Ejidia, un nom d'emprunt pour protéger l'intimité de notre témoin, vit en district de Gicumbi. C'est une jeune fille. L'année dernière, elle avait à peine 17 ans. Elle a été violentée et maltraitée par un inconnu. Elle a témoigné à Arabié. La violence sexiste contre les personnes vivant avec un handicap, en particulier lorsqu'elles sont aveugles, est l'une des conséquences les plus graves pour elles, car elles sont enceintes et les auteurs de cette agression ne sont pas connus. À ces violences basées sur le genre s'ajoutent également des propos qui blessent ces personnes en raison de leur handicap. Mukashema Bonifride, membre de l'Union rwandaise des aveugles, affirme que ce qui inquiète, c'est ce que les familles des victimes les empêchent également de s'exprimer, même de manière anonyme. On ne connaît pas le nombre de personnes handicapées qui ont été violées. Mais le secrétaire exécutif du Conseil national des personnes handicapées, Emmanuel Ndaïsaba, met en garde ceux qui commettent ces crimes car de lourdes sanctions les attendent. Le recensement de la population et du logement en 2022 a révélé qu'il y avait 350 000 personnes vivant avec un handicap au Rwanda. Les Guinéens vivant au Rwanda apprécient la facilité avec laquelle ils peuvent recevoir et envoyer de l'argent à leur famille à partir du Rwanda. En plus de cela, les Guinéens qui sont actuellement au Rwanda peuvent désormais contracter des prêts auprès des banques pour la construction ou pour l'achat de voitures. Kadidiatou Keita est responsable des affaires administratives à l'ambassade de Guinée au Rwanda. Suivez-la. À travers ces partenariats entre le ministère des Affaires étrangères et la société Ecobank, nous voyons une fois de plus la volonté du gouvernement à œuvrer pour le bien-être de la diaspora. La vulgarisation de cet accord s'inscrit dans la continuité de ce vœu émis par le gouvernement. Et je profite de ce micro pour dire merci à l'ensemble du gouvernement guinéen pour cette épine qu'elle ôte du pied de la diaspora. En facilitant l'accès bancaire à notre diaspora, aujourd'hui, c'est le cœur léger que la diaspora. Aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora, on se rend au pays parce qu'on sait qu'on a une banque qui nous accompagne et ça avec l'aval du gouvernement de notre pays. Je voudrais ici, au nom de l'ambassade, réitérer mes remerciements au gouvernement, en particulier à M. le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger,
donc son Excellence Dr Maurice Sanda pour cette vision de succès et de prospérité qu'il a pour notre diaspora. Nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.